C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il sera effectif dès vendredi à 18h. Un accord à l'issue d'un mini-sommet à Luanda en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Son homologue rwandais Paul Kagame était absent et représenté par son ministre des Affaires étrangères. Les détails de cet accord et la réaction du ministre congolais de la Communication Patrick Mouyaya. Dans un instant, il sera en direct avec nous dans ce journal. L'Égypte qui tente d'éviter la crise alimentaire avec la guerre en Ukraine, la menace est persistante. Le pays tente donc de développer davantage sa production locale. Reportage à suivre. Enfin, le Maroc qui s'en sort bien face à la Croatie. Les Lions de l'Atlas ont fait un match nul face aux finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les réactions des supporters à Casablanca à la fin de cette édition. Le mini-sommet de Luanda aura finalement abouti sur un accord de cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a été conclu entre Kinshasa et Kigali à l'issue de discussions entre le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères rwandais Vincent Biruta. Il sera effectif dès vendredi à 18h. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangoul. Selon le communiqué final, un accord de cessez-le-feu immédiat dès vendredi 18h a été trouvé à l'issue de ce mini-sommet à Luanda. Cet accord prévoit également le retrait du M23 des zones occupées et son désarmement en territoire congolais. À Luanda, les chefs d'État ont affirmé leur volonté d'instaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, les rebelles du M23, accusés par Kinshasa d'être soutenus par le Rwanda, ont gagné du terrain dans le nord Kivu. Des affrontements ont éclaté en début de semaine à Kibumba, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Il était donc urgent de retenter une désescalade. Alors ce processus de Luanda est engagé depuis juillet. À l'époque, Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'étaient déjà entendus sur une feuille de route, mais le texte n'a jamais été appliqué. Reste à savoir si ce nouvel accord permettra de faire bouger les lignes à Kinshasa, car jusque-là, le gouvernement congolais refuse toute discussion avec le M23 avant le retrait effectif des rebelles des localités occupées. Alors pour comprendre les tenants de cet accord, nous sommes en direct avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous, bonsoir. Alors on l'a entendu, cet accord prévoit un cessez-le-feu, le désarmement du M23 et son retrait des zones occupées. Le M23 n'était pas présent autour de cette table. Quelle garantie avez-vous? Comment s'assurer que les rebelles vont exécuter ce cessez-le-feu? La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CIRGL, et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président Tshisekedi, bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Vous savez que les M23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Alors, vous l'avez dit vous-même hier en conférence de presse, il y a un ras-le-bol de la part de la RDC d'avoir des discussions de paix alors que certaines parties ne respectent pas leurs engagements. À qui faisiez-vous allusion? Et surtout, faut-il rester particulièrement prudent quant à cet accord de cessez-le-feu? Évidemment, nous garderons cette donne de prudence parce nous connaissons le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda de manière claire de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus
des pays ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force effectivement pour déloger les M23. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres, mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. Alors, d'un point de vue politique, que signifie cet accord entre votre pays et le Rwanda? Vous l'avez dit vous-même, le Rwanda reconnaît sa responsabilité. Ce n'est pas un accord entre la RDC et le Rwanda. C'est un accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, mais que signifie le fait que le Rwanda ait pris parti? Est-ce que le Rwanda, finalement, ne reconnaît pas sa responsabilité dans les tensions qui secouent l'est de la RDC? Si elle ne reconnaissait pas, si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda ou à New York autour du président Macron, à porter la voix du M23, à s'engager pour dire au M23 d'arrêter. Aujourd'hui, il ne faut plus passer par le dos de la cuillère. Il est établi que c'est l'armée rwandaise qui opère derrière le M23. Il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui l'atteste. Il y a les départements, le gouvernement américain qui en parle de manière claire. Et tous les services de renseignement étrangers sont au courant et savent que le Rwanda est derrière les M23, qui est les Rwandais aujourd'hui diplomatiquement isolés. Il n'y aura pas d'autre choix que de souscrire à un schéma qui est communément convenu, parce qu'il faut regarder, c'est que les mini-sommets réunissaient à la fois toutes les initiatives de paix. Ceci engage une dizaine de chefs d'État qui sont réunis, que ce soit dans le cas de la CIRGL ou dans le cas de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il est important que cela soit respecté pour que finalement nous puissions nous assurer que nos compatriotes qui sont déplacés puissent bénéficier de l'assistance humanitaire et puissent retourner chez eux, parce que c'est cela la face la plus dramatique de cette aventure du M23. Alors, est-ce que cela annonce un dégel entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Ou est-ce trop tôt pour l'annoncer? Je crois que dans la lecture du communiqué, il est donné une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que le M23 cesse ses attaques répétées sur les populations, sur l'armée, y compris sur la MONUSCO. À partir de ce moment-là, nous pourrons traiter les plus urgents, la situation humanitaire. Et dans les cadres des mécanismes régionaux qui sont prévus, nous allons évidemment discuter, voir dans quelle mesure on pourra avoir des mesures de confiance pour essayer de reconstruire une relation qui était déjà difficile, qui a été perturbée sérieusement. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda s'acquittera de sa part de responsabilité pour que cette paix reviennent d'abord dans ces parties touchées, et puis par la suite on envisagera les possibilités d'un retour des relations bilatérales, mais qui devront cette fois-là se refonder sur de nouvelles bases de confiance qu'il faut restaurer absolument. Alors est-ce que vous pensez que ce revirement est dû particulièrement à la pression de la communauté internationale et notamment celle des États-Unis? Vous avez évoqué tout à l'heure la déclaration du département d'État. Est-ce que vous pensez que c'est surtout la pression exercée par les États-Unis qui a provoqué ce revirement? Écoutez, il y a la pression d'abord de pays de la sous-région qui sont, comme nous tous, engagés dans ces processus de paix, les pays de l'Afrique de l'Est, mais il ne faut pas oublier non plus l'Angola, qui, dès les premières heures de cette crise, s'est porté garant pour assurer la médiation. Et il y a évidemment la pression américaine qui, elle, est publique, et il y a notamment la pression des Nations Unies, même si le secrétaire général n'a pas pu dire les Rwandais ouvertement, mais je crois qu'il y a des messages qui passent, notamment au niveau de la France, qui assure une partie de la médiation. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda, pour ne pas s'isoler diplomatiquement, s'engagera à respecter ce qui doit être respecté, ce qui est prévu dans cet accord, auquel cas, nous allons continuer les plaidoyers, solliciter et demander des sanctions, parce que le cas d'agression est avéré. Il y a un rapport des Nations Unies qui l'atteste et ce sera encore plus difficile pour eux en ce moment-là. Donc, il est bon de saisir cette opportunité offerte par la sous-région pour que nous puissions commencer à discuter paix, pour que nous puissions finalement profiter de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accordé cette interview dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Merci. C'est Kabino, hein? Ah oui, moi c'est Vanessa Bassé, les ko sabino kabo s'abonner na Africa TV Network. Boti ko s'abonner à la chaîne na mikemika pampamba, bo s'abonner Africa TV Network. Moi c'est Vanessa.